Bon, bonsoir, voilà, donc Meetup numéro 25, le Meetup de tous les dangers. On va faire une démo de Elastic Cloud avec un modem 3G qui veut se connecter quand il veut. Donc voilà, ça va être un peu funky, mais ça, on va le faire. Enfin, ça va le faire. Voilà. Donc je vais vous parler de Elastic Cloud, mais plus précisément donc d'Elastic Cloud Enterprise qu'on a sorti il y a quoi? Officiellement il y a 2-3 semaines maintenant. Voilà, donc je me présente rapidement. Alors, tac. Moi, Sylvain Vallès, je suis toulousain. C'est cool d'être toulousain quand on bosse chez Elastic parce qu'on travaille chez soi, donc on peut travailler d'où on veut. Quand il faisait super chaud la semaine dernière, moi j'ai été prendre le frais dans ma piscine. Voilà. Et je travaille dans l'équipe cloud depuis le mois de septembre. J'ai un poste transverse dans cette équipe où je m'occupe d'amélioration continue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé, en fait, quand je suis arrivé, par mettre mon nez partout, trouver qu'il y avait de la dette technique, commencer à faire du refactoring, du nettoyage, de l'optimisation de perf, des choses comme ça. Donc je suis un peu multi-sujet dans cette équipe-là. J'ai 25 ans de métier. Alors, pas sur ces technos-là évidemment, mais du coup je vois des choses, j'ai des idées et voilà, je travaille sur comme ça des sujets transverses. Alors petit rappel, bon ça on va pas le faire, ça c'est une présentation que j'ai faite, mais vous connaissez tous les produits élastiques, les produits open source, les produits commerciaux. Il y avait eu une session sur le machine learning, David, c'est ça, hein, donc ça voilà. Et puis donc Elastic Cloud. Donc Elastic Cloud, c'est un produit, je pense que vous devez le savoir, qui est issu du rachat d'une société norvégienne qui s'appelait Found, donc le petit chien bleu qu'on a perdu quand les logos se sont professionnalisés, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Où aujourd'hui on héberge nos clusters sur AWS, dans toutes les régions AWS. On est en train de travailler, l'annonce avait été faite il y a quelques temps pour l'intégration dans Google Cloud. Et Azure, évidemment, arrivera par la suite. Ceci étant dit, on a des gens qui disent votre truc c'est bien gentil, mais moi, mes données, je ne peux pas les héberger sur un cloud public. Et ce sont des gens qui ont des flottes de clusters et qui vont vouloir les gérer en interne. Donc, parcours typique de nos clients qui sont fans d'Elasticsearch et qui commencent à avoir un usage qui grossit, c'est qu'on commence avec un petit cluster pour un petit use case, genre un moteur de recherche, indexation plein texte ou un petit peu de log. Et puis on se dit, ah, Elasticsearch, ça marche bien, c'est cool. On va lui mettre d'autres choses. En plus de la recherche plein texte documentaire, on va mettre justement les logs. Et puis, ah ouais, mais attends, les logs des serveurs Apache, c'est bien gentil, mais on va mettre aussi les slow queries sur MySQL. Et puis tiens, le fichier là où on log toutes les transactions, les achats qui passent, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas l'indexer aussi pour faire du tableau de bord analytics métier cette fois-ci? Et petit à petit, on voit qu'on commence dans ce cluster à rajouter des tas d'index. Donc il grossit, on rajoute Kibana, on commence à mettre en place des load balancers parce que les trucs ils tiennent plus la route, et on se retrouve avec un gros cluster mammouth dans lequel il y a plein de choses, et là c'est la merde. Pourquoi on commence à avoir des problèmes quand on a comme ça le gros cluster dans lequel on met tout? C'est que d'une part, on va mettre dedans des données qui ont des cycles de vie différents. Alors typiquement, le moteur de recherche sur votre site de e-commerce, c'est des données qui bougent relativement peu, ou de manière assez lente. Les volumes en général sur un catalogue produit ne sont pas phénoménaux. Et si à côté de ça, vous mettez les logs, là par contre on va avoir beaucoup plus de volume avec des index qui vont être créés par rotation toutes les semaines ou tous les jours, et surtout c'est que ces choses-là ont des patterns d'accès très différents. Moteur de recherche pour le site de e-commerce, on est en lecture essentiellement et il faut que ça réponde tout de suite parce que sinon vous perdez des clients. Quand vous faites du log, c'est de l'écriture majoritaire. Donc on va avoir des profils d'usage qui finalement vont rentrer en conflit au niveau de l'utilisation des ressources, en particulier au niveau CPU et RAM, alors en supposant que vous ayez du SSD, si vous avez des disques qui tournent, là, c'est même pas la peine d'en parler, mais notamment pour la RAM au niveau de la gestion des caches, par exemple. Si vous faites de l'indexation massive de log, ça va consommer pas mal de RAM qui sera prise au détriment des caches de lecture qui feront la rapidité sur la partie recherche. On a aussi sur ce méga cluster des niveaux de service qui sont différents. Par exemple, si vous créez un index pour la prod et puis à côté de ça un index pour le test ou pour les développeurs, si mon développeur il fait des âneries et qui fait des queries qui consomment tout le CPU, mon moteur de recherche il commence à ramer. C'est pas bon. Pareil aussi pour les backups. Les trucs de dev on backup pas, la prod on backup.
Et puis aussi différentes versions. Si mes développeurs veulent tester la nouvelle version 6.0.0 alpha alors que mon index de prod il est en version encore 1.7, voilà, encore plein, hein, on peut pas quoi, on peut pas. Voilà. Pour les EOPS, évidemment il y a des problèmes de maintenance. Quand je dois faire des opérations de maintenance parce qu'un développeur m'a demandé un truc, il faut tout arrêter, même la prod. Problème de partage de ressources. Comme je disais, tous les index rentrent en compétition pour le partage de ressources. L'upgrade, c'est du tout ou rien. Et puis, il n'y a pas d'isolation de données. Et puis, le problème des Kibana au pluriel, c'est-à-dire que j'ai tout un tas de Kibana pour des utilisateurs de profils différents qui vont pointer sur le même cluster. Donc, sauf si vous aviez la sécurité qui rajoute donc, de l'authentification par rôle, potentiellement les gens qui sont aux analytics business, ils vont pouvoir aller tripatouiller vos dashboards de log HTTP, voire surtout, alors qu'ils les voient, c'est pas un problème, mais ils vont vous casser vos dashboards. Parce qu'ils vont dire, ah tiens, c'est cool ça, c'est quoi si je booste là? Ah, j'ai cassé le dashboard de la prod. Donc, rapidement, quand ce truc-là arrive, il faut commencer à tronçonner. Donc, on tronçonne par thématique, la prod, la pré-prod, les analytics, les moteurs de recherche, et on commence à gérer des flottes de clusters. Donc là, déjà, problème de définition de ressources, combien de machines j'alloue à quelle équipe. Est-ce que je fais une segmentation des machines par volume, par tenant, par type d'usage, etc. Et puis, je me retrouve avec une problématique d'Ops, c'est-à-dire que j'ai plein de clusters à gérer. Donc, problème de version, problème de SLA, comment je choisis mon hardware, comment j'isole, si je suis sur de la VM, comment j'isole les ressources de façon à garantir un certain niveau de ressources à chacun des clusters qui vont être sur mes différentes machines, comment je gère les backups, la sécurité, etc. Et puis évidemment, comment je gère le catalogue de mes clusters eux-mêmes, donc problème aussi d'inventorisation des clusters qui tournent. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de clients qui sont venus vers nous en disant « Votre offre cloud, c'est super intéressant parce que ça gère un ensemble de clusters, mais je ne peux pas l'installer, je ne peux pas l'utiliser parce que mes données, je dois les conserver pour des raisons, alors peut-être parfois discutables, mais souvent réglementaires, elles doivent les conserver en interne. Quand on est dans la banque, par exemple, il est hors de question qu'ils allaient mettre ça chez Amazon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a dit, voilà, notre produit SaaS, on va le packager sous forme d'un produit installable. Hein. Donc, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un nouveau produit dans le catalogue Elasticsearch. Par contre, c'est quelque chose qui vit chez nous depuis 4 ans maintenant. Hein. C'est le moteur d'Elastic Cloud. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de clusters Elasticsearch en prod. Donc, on sait comment ça marche. C'est un truc qui a été battle-tested, comme on dit, depuis 4 ans et ça marche. Ce qu'on a fait essentiellement, c'est qu'on a mis par-dessus une super jolie interface graphique avec plein de couleurs, histoire que quand vous demandez au manager de faire un chèque, il dit « Oh, c'est joli !» et il fait le chèque tout de suite. Voilà. Non, c'est parce que ça sert à quelque chose. Donc, le Elastic Cloud Enterprise, qu'est-ce qu'il va gérer? Tout ce qui est provisioning, orchestration, gestion de clusters multiples. C'est donc, comme je disais, la même technologie que Elastic Cloud. On le déploie donc sur son infra, qu'elle soit sur son propre data center, mais aussi sur Amazon ou ailleurs. Il y a des gens qui sont sur Google Cloud, ils ont pris Elastic Cloud Enterprise pour faire des déploiements sur Google Cloud en attendant que nous, on le propose en SaaS sur cette plateforme. Et puis, il y a là-dedans, on va le voir, toute l'intelligence de gestion de cluster Elasticsearch que nous, on a développé depuis 4 ans qu'on fait ce métier du SaaS. Alors, quand je dis 4 ans, c'est que c'est 3 ans bientôt au sein d'Elastic. Par contre, la société norvégienne était déjà en opération encore avant ça, donc ça fait 4 ans d'expérience cumulée. Alors, type d'usage. Donc, segmentation. Ah oui, pour la petite histoire, petite anecdote à ce niveau-là. Time to Split, on a un client qui nous a dit que par curiosité, ils avaient fait un scan de port dans leur infrastructure sur le port 9200 et ils ont trouvé 200 nœuds Elasticsearch qui n'étaient pas référencés nulle part, qui traînaient dans leur infrastructure. Voilà. Donc c'était des nœuds du Shadow IT, alors à fond la caisse. Hein,
Et finalement, donc des nœuds, on ne savait pas forcément qui les gérait, et surtout on ne savait pas quelle était la donnée qui était là-dedans, ni les politiques de backup, etc. Et dans ces cas-là, bien souvent, on se rend compte qu'il y a des services qui sont utilisés en prod, mais qui ont été installés à l'arrache et qui ne sont pas du tout gérés. Donc là, Elastic Cloud Enterprise aide à répondre à ça aussi. Donc, cas d'usage, donc segmentation cette fois-ci par application. Donc on verra sur un slide d'architecture, mais tout ça donc, est conteneurisé. Donc tous les nœuds Elasticsearch tournent dans des conteneurs Docker qui assurent l'isolation, donc d'une part des données, mais aussi le respect des quotas RAM et CPU. C'est-à-dire que quand on dit voilà, j'ai un cluster, il prend un quart de ma VM, et il y a aussi des quotas qui sont mis au niveau utilisation RAM et au niveau CPU de façon à ce qu'il ne mange effectivement qu'un quart de la VM. Il n'y a pas de problème de noisy neighbor. On garantit comme ça que même si vous avez sur une unique VM un cluster de prod pour le moteur de recherche et un autre qui est plutôt sur des logs, ils vont peut-être rentrer en compétition sur les I/O, mais au niveau RAM et CPU, chacun aura sa part. Donc voilà, segmentation par pattern d'usage. La segmentation aussi par type d'environnement. Je vais pouvoir péter allègrement le dev, par contre la prod, on n'y touche pas. Donc voilà. Et puis après, donc, facilité de scaling, puisque vous allez le voir, provisionner une nouvelle machine, elle a rajouté comme capacité globale à Elastic Cloud Enterprise, c'est juste, il y a un installeur, on lance, on lui donne un token pour qu'il rejoigne le cluster et terminé. Il devient disponible et on peut commencer à déployer des clusters Elasticsearch dessus. Alors architecture, la grosse image, comment ça fonctionne? Alors, on va commencer par les boîtes bleu foncé en bas qu'on appelle les allocateurs. Alors les allocateurs, on va dire que c'est assimilable à le démon Docker en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un agent qui va gérer la ressource disponible et la mettre à disposition des couches qui sont en haut, qui sont les couches roses, les couches d'administration et d'orchestration, donc le constructeur. Donc nos utilisateurs, administrateurs, ils arrivent via une interface graphique et une API pour venir faire des configurations, des changements de configuration, etc. Ces choses-là ensuite sont prises en charge par ce qu'on appelle le constructeur, qui en gros est un ordonnanceur. C'est un scheduler, c'est-à-dire qu'à partir des demandes de configuration et de l'état disponible des ressources, il va faire son allocation et demander donc aux allocateurs qui sont en bas d'exécuter ces changements de configuration. Donc c'est une notion de plan. Je fais un plan qui dit je crée un cluster Elasticsearch en version 5.4.2 qui va avoir 3 nœuds chacun dans une zone de disponibilité différente. Tout ça est enregistré dans Zookeeper, donc toute l'orchestration se fait autour de Zookeeper. Donc le référentiel de données sur tout ce système-là, c'est Zookeeper et tous les composants communiquent via Zookeeper. Ils écoutent les changements des données qui leur sont destinées et exécutent les changements de configuration qui sont effectués et ensuite viennent réécrire là-dedans l'état effectif dans lequel ils se trouvent. Voilà, donc ça veut dire que quand vous dites je veux un cluster Elasticsearch, vous ne savez pas sur lequel des allocateurs il va arriver et donc en frontal on a des proxys. Les proxys, eux, connaissent via Zookeeper la topologie de déploiement. Et quand vous allez appeler un cluster, le proxy, lui, à partir du nom qui est présent sur l'URL, va savoir où router les requêtes en faisant un load balancing entre les différents nœuds qui participent au cluster. En production, on aura évidemment tout un ensemble de proxys pour la haute disponibilité et puis un load balancer en frontal qui va aiguiller vers les différents proxys. Les petites choses en vert qu'on voit sur le côté, eat your own dog food, on est élastique, on fait Elasticsearch, et on va utiliser Elasticsearch pour loguer tout ce qui est log et métrique de la plateforme elle-même, avec bien évidemment un Kibana, des metric bits et des file bits qui vont alimenter tout ça. Et puis on a au-dessus un Elasticsearch admin cluster, comme on est chez Elastic et qu'on est bien tout indexé, en gros, la totalité des éléments qui sont dans Zookeeper, ils vont être aussi indexés dans Elasticsearch. Alors on verra, il y a une petite boîte de recherche, là, je tape n'importe quoi dedans, il va me dire « Ah tiens, j'ai trouvé un allocateur qui correspond à ça, ah tiens, il y a un cluster Elasticsearch. » Donc tout est indexé. Donc là, recherche globale dans la totalité de l'infrastructure. Voilà pour l'architecture. Alors, on va faire une démo live, mais à une vitesse
peut-être pas tout à fait live, ça va être... voilà. Donc, tac. Voilà. Donc là, j'ai monté un... Alors, on va voir ici. Donc normalement, j'aurais bien aimé pouvoir ensuite rajouter des nœuds dynamiquement, etc. On ne va pas tenter le diable, on va rester sur une conf statique. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, donc c'est sur Amazon, hein, j'ai créé un cluster Elastic Cloud Enterprise sur lequel j'ai 3 machines. Donc on voit ici 10, 11, 12 que j'ai configurées comme étant dans des availability zones différentes. Donc l'availability zone, c'est une vue logique, hein, elle n'est pas forcément... Enfin, si vous déployez sur Amazon, il faudra évidemment la mapper sur les AZ de chez Amazon, mais si vous êtes sur votre infra en propre, on ne peut pas, nous, quand on voit une machine arriver, savoir à quelle zone de disponibilité elle correspond. Donc c'est au moment où vous demandez à la machine de rejoindre le cluster Elastic Cloud Enterprise, où vous lui dites, voilà, cette machine-là, elle rejoint le cluster et son AZ, elle s'appelle ici ECE zone 2 par exemple. Donc le système le prend en compte et ensuite l'ordonnanceur va utiliser cette information pour savoir où placer les différents nœuds. Donc l'interface qu'on voit ici, j'ai toute une vue visuelle de tous mes déploiements avec un jeu de barres et de couleurs qui me montre un petit peu visuellement où ça en est. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà par taille de nœud, j'ai des couleurs différentes. Là, ici, on voit que j'ai un nœud à 4 Go, là, j'ai des nœuds à 1 Go, et puis la petite barre en dessous me dit qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du Elasticsearch ou du Kibana? Donc, on voit ici que là, quand j'ai commencé à construire mon truc, j'ai créé un nœud, j'ai commencé à rajouter des choses dessus. Il y a de base aussi donc, les 2 index monitoring et admin console dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont sur ce nœud-là, et puis ensuite, j'ai rajouté d'autres index, ils ont commencé à se distribuer. Voilà. Donc petit à petit, comme ça, la capacité se remplit automatiquement. Et si on veut, on peut dire, non, là je sais que la machine .12, elle a des caractéristiques particulières, donc je veux que tel cluster il soit fixé sur cette machine-là. Hein, voilà, donc on peut laisser le système se débrouiller, il va très bien le faire, mais vous avez la main si vous voulez spécifier explicitement l'emplacement sur telle ou telle machine pour des raisons de particularité de configuration de la machine ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc les allocateurs, on voit ici alors il y a toute notre terminologie. Les runners qui sont les machines disponibles. Alors il se trouve que là, elles sont toutes allocateurs, c'est-à-dire que toutes peuvent héberger des nœuds Elasticsearch, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait garder des nœuds dédiés pour la partie API, admin console, les zookeepers, etc. Là, comme j'ai juste 3 machines, j'ai tout mélangé. Quand on commence à avoir une prod un peu cossue, on va dédier des nœuds particuliers pour les API d'administration, dédier des nœuds pour le zookeeper et le reste pour nos clusters Elasticsearch et Kibana. Donc on va aller voir par exemple ici j'ai un cluster en version 5. Hop. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, j'ai 3 zones, j'ai un nœud par zone avec 1 giga de mémoire par node, ce qui me fait un total 3 fois 1, 3 gigas. Yes. Et là ce qu'on voit c'est que j'ai mes 3 nœuds qui tournent et puis le Kibana. Alors première chose, je vous ai parlé du proxy. Donc là, on voit ici Stop Routing. Donc nos proxys savent que les 3 nœuds sont disponibles. On est sur 3 AZ différentes, donc ils sont équivalents, c'est de la réplication. Par contre, si on veut faire une opération de maintenance ou je ne sais pas quoi, on peut dire hop, toi, Stop Routing, voilà. Il est sorti des proxys. Donc il n'y a plus de requêtes qui arrivent à ce truc-là. Une fois que j'ai sorti du routage, je peux dire pause. On stoppe le cluster Elasticsearch. Le conteneur est toujours là, vous pouvez aller jouer dedans si vous avez envie. Et puis après, quand on a fini, on redémarre. Voilà, ça a l'air super facile comme ça, mais il y a du bazar qui se passe en dessous. Hein, ça, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit là? J'ai plus de master. J'ai une question. Ouais. Quand vous faites les stop routing, ça veut dire que l'index, par exemple, si on est en pleine indexation, c'est même plus du tout à jour ou c'est... Alors, il ne participe plus à la prise en compte des requêtes qui viennent de l'extérieur. Par contre, il participe encore au cluster, c'est-à-dire que la réplication, etc. se font encore. Mais par contre, il ne reçoit plus de requêtes, soit d'indexation, soit de recherche. Hein, donc c'est au niveau du proxy qui transmet les requêtes venant de l'extérieur, où là on dit « je le sors de la rotation ».
Par contre, il est toujours là dans le cluster. Et si un réplica, même si la migration se passe sur un autre, il va être... Alors, il reste un réplica. Par contre, il ne prend plus de requête. Hein. Il va sortir de la réplication. Si je dis en plus, je le mets en pause. Alors, on va avoir des petits bugs d'IHM. L'IHM marche parfaitement, mais quand il y a de la latence, des fois, il y a des timeouts, des trucs comme ça, qui fait que ça ne se rafraîchit pas très bien. Donc, malheureusement, faites-moi confiance. Je suis un techos, je ne suis pas un commercial, donc vous pouvez me faire confiance. Ça. Voilà. Pardon, Christelle. Elle est partie. Oui. Voilà, donc on va... ouais, bon, il y a un petit souci là quand même, je ne l'ai pas redémarré. Donc, on va observer ce qui se passe par exemple quand on va faire la mise à jour d'un cluster. Ici, j'ai un cluster en version 2.4.5. Et ben, on va dire, allez hop, on va le monter en version 5. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, je passe dans l'onglet Manage. Je dis ici, tac, tac, tac. Alors, Overview. Pourquoi je le vois? Ah, si, voilà, Edit Cluster. Voilà. Et ben, je passe en version 5.4.1. Voilà. Et là, on nous dit, ah, on va faire une upgrade de version majeure. Donc, ça veut dire que là, on est obligé de stopper tout le cluster. Donc, derrière, automatiquement, il y a toute la logique que nous, on a développée sur le SaaS pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on commence par faire snapshot complet, on arrête les serveurs, on fait la mise à jour, on les redémarre, on restaure le snapshot, et à ce moment-là, on le remet dans le load balancing du proxy. Si ça se passe mal, on rollback. Donc là, du fait que systématiquement on fait du snapshot, le risque de perte de données, il est proche de 0, parce que même si la montée en version merde quelque part, au pire, tac, on descend les nouveaux conteneurs, on remet l'ancienne version, on restaure le snapshot et c'est reparti. Après, on peut analyser dans les logs ce qui s'est passé et corriger le truc. Donc là, il me dit, bah voilà. On va faire une upgrade majeure, tac tac. Alors, il se trouve que je n'ai pas configuré de snapshot. Alors, est-ce qu'il va vouloir ça? Et puis, voilà. Et donc là, on voit en bas, pour les upgrades mineurs, là, on n'a pas le choix, parce que c'est un upgrade majeur. Et pour les upgrades mineurs, on peut choisir aussi la façon dont ça se passe. Est-ce qu'on veut faire du rolling upgrade, auquel cas, on arrête un nœud, on le monte en version, on le redémarre et on passe au suivant, ou est-ce qu'on veut le faire par création de nouveaux nœuds tout frais, on va dire. C'est-à-dire que si on fait ça, bah, on dit bah, je crée un nouveau nœud, j'attends que la réplication se fasse et qu'il rentre en bonne et due forme dans le cluster, et j'éteins un des nœuds existants. Et comme ça, progressivement, de façon à renouveler, on va dire, l'intégralité de mon cluster avec la nouvelle version. J'ai une question, on a des scripts qui sont assez pratiques quand on est en version 2 pour passer à la version 5, quand ouais. on est en version 3.7. Donc du coup, comment on peut les exécuter à partir des... Il y a une façon de les exécuter? Là non, là c'est Elastic Cloud Enterprise qui a le contrôle sur les upgrades de version. Ouais, et donc, du coup, les erreurs qu'il y a, par exemple, quand on avait les points dans les mappings qui pouvaient... Ouais. Donc ça, nous, toute cette logique, on l'a codée derrière. C'est-à-dire que donc, ce qu'on appelle, nous, les migrations de plans, je vous ai dit, le plan, c'est la configuration, il y a au total, je crois, pas loin de 25 étapes, ou un truc comme ça, avec en particulier vérification du schéma, la structure des index. Est-ce que je suis sur un index, un cluster version 2. Quelque chose, mais qu'il n'y a pas encore un index des versions 1.7 qui traîne dedans, auquel cas la version 5 ne saurait pas la lire, des choses comme ça. Donc toute cette logique-là, nous on la contrôle. Alors là-dessus on est aidé parce que on a nos clients sur Elastic Cloud et on a aussi tous les gens du support qui voient passer toutes ces problématiques venant des clients. Donc en gros on l'a codé. On l'a codé. Donc je dirais ces scripts. Ouais, il va remonter. Il y avait une jolie erreur qui va dire j'ai pas pu faire l'upgrade parce que tac. Voilà. J'ai une autre question. Le snapshot dont tu parlais, c'est à quel niveau? C'est une système de fichiers ou c'est un snapshot, alors je ne l'ai pas là. Par contre, je répète la question. La question c'est, tu vois, j'ai oublié. La question c'est les snapshots, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est que ici j'ai un onglet snapshot où je vais configurer des, pardon, ici je reviens là, c'est ici, voilà, repositories, où je vais configurer des repositories pour le snapshot. Donc on va avoir des providers. C'est exactement pareil que sur Elasticsearch classique. Là, comme on est sur Amazon, on a
préconfigurer des IHM pour rentrer facilement la configuration d'un repository S3. Si on a autre chose, on passe dans l'onglet Advanced et puis on configure ces snapshots. Donc on se retrouve avec des snapshots qui ont été enregistrés au niveau d'Elastic Cloud Enterprise qui sont nommés, et pour chaque cluster, on peut dire tu fais tes snapshots sur tel repository. C'est les snapshots au sens élastique? Oui, tout à fait. Oui, les snapshots, c'est les snapshots au sens élastique. Non, là on est vraiment sur les Elasticsearch standards, et simplement on a automatisé toutes les opérations de maintenance, de migration, etc. Voilà, donc quand je dis snapshot, c'est vraiment le snapshot Elasticsearch. Donc si dans votre infrastructure vous avez je sais pas, un SAN pour faire du fichier partagé, vous pouvez faire les snapshots sur cette infrastructure-là. Quand on est sur des infracloud, on va utiliser l'object storage, etc. Alors je reviens sur mon petit cluster. Alors je n'ai pas regardé du tout le temps. Voilà, je dis que je fais un upgrade. Manage, edit cluster. Tac, la version elle était ici. Hop là. Et on est parti. Pof. Donc là, on confirme quand même parce que c'est pas innocent, quoi, hein. Il y a beau 2 clics, il peut y avoir 2 clics, c'est quand même un peu de boulot. Donc là, ça va bien se passer parce que j'ai pas de données dans mes index, forcément. Voilà. Et là, on voit ce qui se passe. Donc, typiquement, je vous parlais des plans et de la réconciliation qui se passe entre les différents plans. C'est-à-dire que mes allocateurs qui gèrent mes nœuds, ils ont une version courante du plan, et on leur dit le plan, tu le mets à jour avec telle configuration. Donc on voit les diffs, et on exécute en gros les commandes qui permettent d'atteindre l'état cible de façon incrémentale, partielle, hein. On ne va pas tout descendre, tout remonter si ce n'est pas nécessaire. Donc là, on descend le truc, voilà. Donc on voit que tout est passé en rouge, ce qui est normal. Et voilà, donc là on a vu qu'il était waiting until instances are stopped. Maintenant on est started. Donc ça y est, il a descendu mes trucs, il a créé des nouveaux nœuds dans la nouvelle version, et il est en train de repartir. Voilà. Show details. Donc on a en plus des vues, bon, alors on rentre un peu dans la tripaille du truc, mais vous avez une vue très détaillée si vous avez envie pour voir ce qui se passe en dessous. Alors on va revenir ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Donc il me dit, voilà, il y a un problème, j'ai 3 instances qui ne fonctionnent pas, c'est un peu bête parce que c'est un cluster à 3 instances, mais bon, elles vont revenir. On peut voir les allocateurs Oui, on va le voir ici, tac, plateforme. Ouais, mais... Non, en fait, on n'a pas de vue d'alerte sur ces choses-là. Par contre, on devrait voir des choses qui bougent, mais j'ai l'impression que le rafraîchissement ne marche pas super bien. Voilà. Voilà, donc juste pour vous montrer, on va créer un nouveau cluster et puis je pense qu'on s'arrêtera là après. Donc je nomme mon cluster vente démo, tac, je lui dis voilà, je choisis ma version. Alors, point important, quand des nouvelles versions d'Elasticsearch sortent, il n'y a pas besoin de redémarrer l'infrastructure Elastic Cloud Enterprise. On a, alors pour l'instant, c'est une config qui se fait en ligne de commande sur un des nœuds. On va rajouter ça sous forme graphique avec ce qu'on appelle les stack packs. Un stack pack, c'est quoi? C'est un descripteur de métadonnées qui dit, voilà, j'installe un paquet donc, de produits élastiques, Elasticsearch Kibana, avec telle version, et on donne des pointeurs sur des images Docker. Donc elles pourront soit être chez nous sur notre repository Docker, soit sur un repository privé si vous avez ce genre de contraintes. Vous installez les images des produits élastiques, vous uploadez le stack pack dans Elastic Cloud Enterprise et les nouvelles versions deviennent disponibles. Voilà, donc on va créer un cluster. Je dis que je veux 3 zones, je veux ici voilà, 1 giga. On peut dire que, donc là ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas assez de nœuds, mais qu'on peut avoir des nœuds qui sont dédiés pour être des masters, hein, et avoir le reste qui soit des nœuds donnés.
tous les plugins à activer, sachant que vous pouvez évidemment ajouter les autres, des configurations sur la sécurité liées au script, etc. Et puis, le Elasticsearch.yaml. Donc, c'est la config Elasticsearch. C'est-à-dire que si vous voulez faire des configurations particulières, tout est disponible là. Alors, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés. C'est ceux qui sont contrôlés par l'infrastructure Elastic Cloud Enterprise. Parce qu'on ne veut pas que vous veniez, en gros, surcharger ou contredire dans ce fichier-là, ce que nous, on gère de façon automatique. Tac, tac, tac. Et puis voilà, Create Cluster. Donc on va voir que, voilà, c'est en création. Et normalement, donc on voit ici que mon démo 2.x, ça y est, c'est bon, il est vert, il est passé en 5.4 et normalement on devrait voir apparaître bientôt son petit copain qu'on vient de mettre en place. Si les dieux de la 3G veulent bien... Bon, normalement ça devrait venir. Pendant que ça charge, j'ai une question rapide. Est-ce que le dimensionnement des nœuds, il a l'air fixe entre la RAM et le stockage, comme sur la version hébergée? Oui. Il n'y a pas moyen de le personnaliser parce que nos machines n'ont pas forcément le ratio. Donc la question c'est le ratio RAM disque est fixe. Effectivement, dans la version 1 d'Elastic Cloud Enterprise, il est fixe. Par contre, nous, on a déjà développé, ça arrivera dans les prochaines versions, la notion de profil de machine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer des machines sur lesquelles les ratios disque RAM seront différents. Et c'est là ensuite, en venant avec un jeu de label, dire que mon cluster, je le crée sur tel type de profil, que l'allocation se fera par rapport à des machines qui ont le bon profil. Donc pour l'instant, la réponse c'est non, mais par contre, très bientôt. Il ne veut pas venir. Il veut pas venir. Bon, on va dire que c'est l'effet démo, finalement, ça n'est pas trop mal tiré. Et voilà, si vous avez des questions. La solution, elle ne s'occupe pas du provisioning des nœuds? Non. Alors, le provisioning des nœuds, effectivement, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. La configuration nécessaire pour pouvoir faire tourner Elastic Cloud Enterprise. Donc, ça tourne, les requirements minimales sont qu'on puisse faire tourner un démon Docker. Donc, c'est un kernel version 3. Je ne sais plus quoi, donc c'est du Linux évidemment, hein, et un démon Docker. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'on va juste, avec un script, télécharger les images Docker, donc de ce qu'on appelle nous les runners, qui sont les petits process qui bootstrapent l'ensemble du système. Donc voilà, les contraintes en termes d'infrastructure, elles sont vraiment minimales. Hein. C'est un Linux et un démon Docker. Par contre, point important, c'est qu'avec Elastic Cloud Enterprise, il suppose qu'on lui dédie la machine. Hein. Il suppose qu'il est tout seul dessus. Voilà. D'autres questions? Alors, la question c'est quid des applications qui utilisent les clusters quand on fait une migration majeure, en fait, hein, c'est ça la question. Là, je dirais c'est en dehors de du champ de responsabilité du produit. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a rendu facile l'upgrade de version. Par contre, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe avec les applications qui sont en face. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mode de fonctionnement intermédiaire hybride où on va peut-être avoir des doubles écritures ou je ne sais pas quoi au niveau de l'appli. Là, nous, on traite, au niveau d'Elastic Cloud Enterprise, on ne traite pas le sujet. Donc là, les stratégies classiques qu'on utilise, il faut qu'on puisse appeler ça par API. Je l'ai mentionné brièvement, je n'ai pas assez appuyé là-dessus, c'est que, en gros, l'interface graphique ne fait que appeler des API qui sont, elles, documentées. Si vous allez sur le site, vous allez voir la doc Elastic Cloud Enterprise. Donc, il y a une doc Swagger. Et toute cette API, elle est documentée. Donc, la totalité des API qu'on utilise depuis l'interface ne sont pas encore formalisées et publiées officiellement, parce qu'il faut qu'on après, on va devoir les maintenir sur le long terme, il faut qu'on les affine un petit peu. Mais déjà, tout ce qui est gestion, création, configuration et gestion de cluster est disponible dans l'API actuellement. Ce qu'il n'y a pas qu'on fait avec l'interface, c'est la gestion de l'infrastructure Elastic Cloud Enterprise elle-même, qui pour l'instant n'est pas encore instrumentée au niveau des API publiques, même si nous en interne on l'utilise déjà. Donc ça va arriver dans les versions qui viendront après. Donc il y a une API REST, voilà, où je crée un cluster, je supprime un cluster, je configure le plan, etc. Vous avez prévu
voir ce qu'ils voulaient de Logstash au sein de... Alors, est-ce qu'on a prévu de pouvoir mettre du Logstash sur Elastic Cloud Enterprise? Pour l'instant, non. Alors, Logstash est un peu particulier au sens où souvent on va le mettre proche de la source de données, c'est-à-dire en général en dehors d'Elastic Cloud Enterprise. Donc, on n'a pas jugé ça prioritaire pour l'instant. Par contre, on va rajouter les produits de machine learning aussi dedans, qui eux ont des profils de CPU et de RAM très très différents de ce que fait Elasticsearch. Donc ça va arriver. Logstash, non, parce que voilà, souvent on le met plus proche de la source de données que d'Elasticsearch. Du coup, via le proxy, vous exposez le port REST, mais aussi le port transport du Java? Oui, donc la question c'est via le proxy, quels sont les protocoles disponibles? Donc c'est évidemment l'interface HTTP et puis aussi donc le protocole transport bas niveau, voilà, Java d'Elasticsearch, ce qui fait que si on veut bénéficier de la performance plus importante de ce nœud-là, ça fonctionne. Chose que je n'ai pas mentionnée aussi qui est importante, on va revenir un petit peu sur l'IHM. Non, ça c'est la prod, ça. Voilà. Voilà, si je prends, voilà, si je vais sur mon administration, non, settings, voilà. Voilà. Vous avez peut-être vu ici, voilà, je suis sur un Kibana qui est hébergé sur mon Elastic Cloud Enterprise, il dit non sécurisé, parce que par défaut, c'est des certificats auto-signés, donc quand on s'y connecte en HTTPS, le navigateur est Queen forcément. Donc vous avez la possibilité dans Elastic Cloud Enterprise de venir uploader votre chaîne de certificats et aussi de définir donc un nom de domaine qui va être la racine pour tous les clusters. C'est-à-dire que si vous voyez ici, le nom, c'est l'identifiant du cluster suffixé par la racine du domaine. Cette racine du domaine doit pointer vers le load balancing qui est en frontal des proxys. Voilà. Et aussi, donc, la totalité des communications à l'intérieur d'Elastic Cloud Enterprise comme sur Elastic Cloud sont chiffrées. On n'a pas attendu donc, le chiffrement total de Elastic 6 pour le faire. Merci. Merci.